et ça nous donne des paramètres, santé aussi, qui sont super importants. Par exemple, pour les couples qui sont en conception, on va avoir vraiment, une lecture de leurs courbes, post-ovulatoires. Ça va donner une idée du niveau de progestérone, de comment se comporte la progestérone, de vraiment, combien de temps dure la phase lutéale précisément. Du coup, ces méthodes-là permettent, d'ouvrir ses perspectives et apprendre à effectivement s'écouter un peu plus. Parce qu'on peut aussi être coupé de ça parce qu'on est trop dans l'automatisme, comme on disait au début de l'épisode, et on pense qu'on agit toujours pareil, qu'on s'habille toujours pareil, qu'on fait tout pareil, juste parce qu'en fait on lâche pas prise. Donc on laisse pas ces fluctuations prendre le dessus au final. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologue ou discussion passionnante entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Te voilà sur le point d'écouter une nouvelle entrevue à deux voix. J'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eugénie, que tu connais peut-être sous le pseudo Instagram, la symptothermie avec Eugénie. Et avec ce pseudo, tu sais déjà de quoi nous allons parler. Eugénie est formatrice en symptothermie et moi en cours de formation pour devenir monitrice de la méthode Billings. Peut-être qu'à ce stade, ces deux termes semblent résonner comme du chinois, mais si tu restes bien jusqu'à la fin de cet épisode, tu seras calé en méthode d'observation du cycle. Et oui, car j'ai souhaité inviter Eugénie pour un petit combat de coq. Non, je plaisante bien sûr. Je l'ai invitée tout simplement pour que nous discutions à cœur ouvert de ces deux méthodes de contraception naturelle qui s'offrent à toi si tu souhaites arrêter la contraception hormonale ou si tu l'as déjà arrêtée et que tu es à la recherche d'une méthode naturelle qui te permettra également de te reconnecter à ton cycle féminin et à ton corps. On se pose toute la question, quoi faire, quoi choisir, comment choisir ? Tu verras, au cours de cette discussion à deux voix, Eugénie et moi-même avons exposé les avantages et éventuels inconvénients de chacune de ces méthodes en toute honnêteté et transparence. Ainsi, tu auras toutes les clés en main pour choisir la méthode qui te parlera le plus et que tu pourras creuser pour te l'approprier correctement. Un épisode plein d'enseignements, je te l'assure. Mais juste avant de plonger dans notre conversation, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Mademoiselle Boujotte qui m'a laissé son commentaire via Instagram. Bonjour Alexandra, je suis attentivement depuis Montréal au Québec. J'écoute aussi régulièrement tes podcasts. Merci, grâce à toi, je continue à développer une meilleure compréhension de ma santé et connaissance en naturopathie. Je suis atteinte d'endométriose et prévois d'arrêter la pilule bientôt. Eh bien, merci énormément Mademoiselle Boujotte de m'avoir écrit ces quelques mots. Après la Réunion, le Canada. Eh bien, je ne savais pas que le podcast voyagerait autant. Et moi qui adore les voyages, eh bien j'en suis très heureuse.
Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Eugénie. Belle écoute! Coucou Eugénie. Eh bien écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et du coup, la première question que j'aimerais te poser, et c'est une question que je pose à mes invités, forcément je me la pose pas moi-même quand je suis toute seule, hein, tu me diras. La question c'est comment tu vas, tout simplement. Mais pas genre comment ça va, ouais je vais bien, mais vraiment aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à l'instant T, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas avec toute transparence et honnêteté avec nous et avec toi-même? OK. Bah, déjà, merci beaucoup et bonjour à toi également et je suis ravie de faire, cet entretien qui change un petit peu. On va aller sur un terrain, qui est pas souvent, voilà, évoqué, donc c'est super intéressant et comment ça va? Beh, ça va bien, écoute, franchement ça va, tout se met en place, tout, évolue bien, donc je suis assez contente, de où j'en suis aujourd'hui, professionnellement, personnellement. J'ai déménagé il y a quelques mois, donc là, c'est une nouvelle aventure, à l'étranger, donc c'est cool, j'aime bien. J'apprends à parler de nouvelles langues, des nouvelles, coutumes Mmh. Oui, et voilà. oui, parce que là, tu Mmh. nous es en direct du Brésil, si je me trompe pas. Oui, oui, oui. Ouais. Près de Sao Paulo, tu m'as dit, c'est ça? Là, pour l'instant, ouais, je suis dans l'état de São Paulo São et Paulo, pardon. ouais et là, on va un peu visiter, on va un peu bouger, donc c'est un préparatif. On cherche, voilà, des maisons pour nous accueillir, des nouvelles personnes à rencontrer. Mmh. C'est un peu l'aventure, là, c'est cool. Et tu es en train d'apprendre la langue locale? J'apprends le portugais, du coup, ouais. Ouais, Mmh. ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est Mais excitant toujours cette nouvelles aventures. ouais, puis enfin moi je me dis c'est les barrières, c'est dans la tête en fait, tu vois? Donc Mmh. depuis que je sais que je vais partir au Brésil, donc il y a quelques mois déjà en arrière, je j'ai pas du tout cette barrière de me dire, «Ah ça va être compliqué» ou tu vois? Dans ma tête, c'est: «Non mais je vais parler portugais, normal quoi», tu vois? Je Mmh. m'expatrie dans un pays, il va falloir que je parle la langue quoi. Ouais. Donc non, non, ça se passe bien pour l'instant. Moi je baragouine un peu mais ça va. Et alors on est un petit peu hors du sujet du jour, mais juste cette question que j'aime bien souvent liée un petit peu au voyage, mais est-ce que tu peux nous dire, pourquoi au final tu étais partie, tu as voulu t'expatrier? Est-ce que enfin, peut-être des raisons très, très, très personnelles, mais est-ce qu'il y avait une recherche de quelque chose derrière ça ou pas? Bah, en fait, ouais, la question elle est intéressante parce que c'est pas la première fois que je m'expatrie. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a probablement quelque chose derrière ça, mais moi j'aime bien je suis une citoyenne du monde, quoi. J'aime bien, voir des autres cultures. Déjà, je préfère beaucoup plus les climats chauds aussi, donc pour moi en France, c'était la souffrance, surtout que j'habitais, dans la région Champagne, donc Mmh. tous les hivers, c'était ah non, 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 c'était trop long, trop dur, trop gris, trop de pluie, moi j'ai besoin de soleil, quoi. Mmh, ouais, je comprends. Et aujourd'hui, tu es seule ou tu es en famille? Je suis avec mes enfants et mon nouveau conjoint, ouais, D'accord. Donc comme qui est quoi parce aussi que la raison pour laquelle, j'ai déménagé au Brésil, mais pas que. d'accord. Parce que souvent, il y a la notion de voyage, il y a des personnes qui disent: «Ouais, non, mais je peux pas voyager, je ne peux plus voyager puisque j'ai des enfants et tout ça, j'ai Mmh. trop d'accroches». Donc oui, certes, Ouais. je pense que c'est forcément peut-être une difficulté en plus que lorsque l'on est, plus jeune et célibataire, par exemple. Mais C'est en clair. fait, c'est quand même carrément possible quand on le veut vraiment, je pense qu'on peut, et puis ça peut faire des belles expériences pour les enfants. Après, rien Oui, d'obligatoire, bien après sûr. c'est clair que c'est pas le même style de vie. Enfin, là, en Ouais. ce moment, je vois plein de coachs, qui sont aux 4 coins du monde. Bon, un petit peu moins en ce moment, mais voilà, Bali, c'est très à la mode. Enfin, moi, je travaille Mmh. beaucoup en ligne, tu vois? Donc je vois ces digital nomades aussi, 4 coins de la planète, qui s'éclatent. Mais c'est clair que quand tu as des enfants, c'est pas le même style de vie, quoi. Mmh mh, Il mmh. y a plein de choses à prendre en compte. Bon, nous, on fait l'école à la maison, donc j'ai pas, Mmh. tous ces temps de loisirs, mais c'est cool pour eux aussi, ouais, ouais. Après bon, le papa restait en France, donc il y a d'autres,
il y a d'autres difficultés, mais c'est clair que c'est une chance pour eux, franchement, c'est une expérience, de fou, quoi. Mmh. Puis ils sont OK. encore assez jeunes, voilà, pour, lâcher les copains qui sont pas vraiment des copains à cet âge-là, quoi, donc je pense que c'était le bon moment pour le faire, quoi, Mmh. avec eux, en tout cas. Mmh. Je te posais cette question parce que le voyage, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. J'ai aussi pas mal voyagé, tardivement, mais après, j'ai pas mal voyagé. Et en fait, je me suis posé la question un jour, bah, notamment avec le Covid, où je me suis sentie bloquée et plus la Mmh mh. possibilité de voyager comme je souhaitais. Je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce que tu recherches à travers le voyage? Est-ce que tu recherches la découverte de nouvelles cultures? Oui, ça c'est sûr. Mais au fond de moi, je sais aussi que je recherchais un peu, à travers le voyage, la fuite de quelque chose. Mmh. Et, et du coup, ben, c'est là où je me suis dit que c'est dommage en fait de voyager pour fuir quelque chose ou pour... moi, je sais que j'ai besoin d'être dans un environnement qui est nouveau pour me mettre un peu en instabilité et me permettre de mieux lâcher prise. Si je suis dans un environnement que je connais, eh bien j'ai tous mes automatismes, mes petites routines, etc., qui me confortent en fait, hein, qui me rendent la vie plus confortable, mais aussi qui m'empêchent de lâcher prise et je fais tout un peu comme sur une autoroute sans forcément me poser la question de est-ce Mmh. que j'en ai vraiment besoin, pourquoi je fais ça, de faire voilà, des remises en question. Et je sais, et je m'en suis rendu compte que le voyage, en partie, pas que pour ça, j'adore aussi bah, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, parler une nouvelle langue. Mais en partie, il y avait aussi cette notion de, bah, dans le voyage, et grâce au voyage, j'arrive à plus lâcher prise parce que je ne suis plus dans Dans une ta zone de routine, quoi. confort et dans ma routine en fait. Mmh mh. Alors quand Mmh mh. je parle de voyage pas forcément de vacances, hein, je parle de voyage sur du long terme, des mini-expatriations ou des choses, voilà, où... Ouais, parce que j'allais dire, c'est un peu différent Oui, vraiment le fait de voyager, même si tu pars 1 mois ou 3 mois, mais quand tu reviens, tu retrouves tout. Là, ouais, je retourne en France, j'ai plus rien, quoi, tu vois? exactement. Ouais. C'est complètement Ouais, différent, quoi. Mmh. c'est bien ce voyage-là dont je parlais. Enfin bon, ça c'est Ouais. une petite question, enfin c'est une petite remarque que j'aime bien poser parce que voilà, je veux voir ça un peu si ça fait écho chez d'autres personnes qui Mmh ont le mh. goût du voyage également. Et Ouais, ouais. voilà. Donc on va continuer un petit peu de découvrir qui tu es, Eugénie. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous dire quel objet te représente le plus et que tu as voulu nous apporter aujourd'hui et pourquoi? Alors moi, j'aime beaucoup, les pierres, les minéraux. Hmm. C'est un truc qui me suit, depuis toute petite, voilà, gratter la terre, trouver des cailloux qui brillent, donc je serais plutôt un quartz, voilà. Un quartz, d'accord. Ouais, Pourquoi cette pierre-là? parce qu'il y en a, chez moi dans mon chez moi natal. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce que tu du coup as des connaissances un peu plus poussées en lithothérapie? Je me suis intéressée un peu, mais pas poussée, non, non, pas poussée. D'accord. Après, j'étais, longtemps collectionneuse quand j'étais petite et puis c'est quelque chose que j'ai retrouvé, tardivement aussi, bah, surtout via, par exemple, la pratique de l'œuf de yoni. Hmm. Donc je me suis intéressée à la lithothérapie, mais pas, voilà, pas à un niveau, très, très poussé quand même, quoi. Tu as Mmh. un œuf de yoni en ta possession? Ouais, j'ai déménagé avec, ouais. J'en ai 2 même. D'accord, ah, c'est J'en ai un intéressant. en obsidienne et un en améthyste qui est une forme de quartz aussi, ouais. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'œuf de yoni, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi ça consiste et pourquoi toi tu t'en es Ouais, approprié un? ouais, ouais. Alors en fait, l'œuf de yoni, c'est une forme de lithothérapie, donc c'est des pierres qui sont taillées en forme, ovoïde et qu'on va, utiliser en fait en interne au niveau du vagin. Donc il y a différentes tailles et ça permet, il y a différentes approches en fait, c'est assez intéressant. Moi, je me suis formée, avec l'approche taoïste où on utilise les ficelles, donc c'est des œufs qui sont, percés et j'en ai d'autres qui sont pas percés, donc on peut utiliser plutôt, pratique plus libre en tout cas. Il y a des exercices aussi à faire, on peut méditer avec et en fait, le fait d'avoir cet objet en interne et de cette matière aussi, ça va apporter, différents bienfaits et à la base, je m'étais beaucoup intéressée à ça par rapport à la rééducation périnéale, Mmh. puisque, j'étais un peu, traumatisée des accouchements, donc je voulais plus voir de professionnels de santé après. Et en fait, on peut faire, soi-même sa rééducation avec l'œuf de yoni, par exemple. Donc, Mmh. il faut quand même s'impliquer, hein, il y a pas mal de choses à faire, mais, c'est une approche hyper douce, hyper bienveillante. Il y a plein de styles de pierres aussi.
Donc après voilà, faut se faire aussi peut-être un peu accompagner pour bien choisir, son œuf et se renseigner sur les différentes pratiques qui existent aussi. C'est un peu pas une petite guéguerre, mais voilà, il y a les 2 approches, en tout cas, les œufs percés, les œufs non Mmh. percés. Je pense que chacun a des bénéfices, ça dépend aussi pour à quelle visée on va les utiliser, en tout cas. Mmh. Mais j'avais beaucoup aimé, ce stage en Tao de la femme, c'était très, très intéressant, quoi. Mmh. C'est une pratique que je connais juste, de nom et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Par contre, je ne la pratique absolument pas. Mais tu es la deuxième personne que j'ai mis sur le podcast et qui pratique ou voilà, qui possède un œuf de yoni et c'est enfin, c'est pas que c'est drôle, mais c'est chouette parce que vous êtes de Ouais, 2 générations différentes et peut-être que vous avez commencé à pratiquer, l'œuf pour des raisons peut-être initialement différentes aussi. Je sais que la personne mmh mh. précédente que j'ai invitée, c'était Myriam de la chaîne Lava Myriam, une jeune femme qui a une petite, je crois qu'elle a 23 ans, il me semble, ou 24 ans, et qui l'a plutôt, alors si je me trompe pas, hein, qui l'utilise plutôt plus comme objet de reconnexion en fait à soi, à sa féminité, Oui, bien connaissance de sûr. son Mmh. corps. Et je sais aussi que c'est un superbe outil pour justement la rééducation du périnée pour les femmes Tout qui ce ont qui est, accouché. traumatisme aussi, ouais. Ouais, Bah, traumatisme, oui, d'accouchement, ouais. vaginisme, C'est ce ouais, que j'allais dire ça justement. peut J'allais te marcher. demander, est-ce Mmh. que pour le vaginisme, c'est un bel outil, un bon outil, et est-ce que c'est peut-être il faut pas passer par une étape précédente avant, ou est-ce qu'il faut commencer directement par l'œuf? Tu préconiserais quelque chose par exemple ou pas? Alors pour le vaginisme, franchement, je saurais pas trop dire, les étapes, Mmh. en fait. Mais, après ce qu'on peut faire, en tout cas ce qu'il faut, se donner la possibilité, c'est aussi d'utiliser l'œuf, pas forcément tout de suite en interne, en fait. Mmh Il y a mh. déjà une étape, on va dire de une approche, une genre de comme si tu faisais une rencontre, en fait. Mmh. C'est assez mystique, hein, l'œuf de yoni, pardon. C'est pas quelque chose, c'est pas un sextoy, quoi. Tu le mets pas dans ton Mmh. vagin pour te faire plaisir. Il y a vraiment, de la conscience à mettre, enfin Mmh. c'est et justement, c'est là où je trouve intéressant dans les traumas, vaginaux, on va dire, justement, c'est cette première approche, en tout cas, de douceur, le fait de faire la démarche, rien déjà que ça, tu vois? Pour certaines femmes, c'est déjà énorme, en fait, de dire Mmh. qu'elles vont prendre soin de leur vagin, quoi. C'est un Ouais. premier pas, incroyable. Donc après tu peux méditer avec, tu peux le poser sur ton ventre, tu peux le poser sur ta vulve. Il y a pas d'obligation, de le mettre ou tu vois? Mmh. Donc je pense que voilà, ça peut être, un début en tout cas pour, une première approche, quoi. Mmh. Et pour les personnes que ça intéresse et qui aimeraient aller un petit peu plus loin, est-ce que tu as une référence à recommander sur l'œuf de Yoni? Oui, alors déjà si vous avez près de chez vous des formatrices en Tao de la femme, c'est des personnes normalement qui sont formées sur ça et après, j'ai une amie, thérapeute qui s'appelle Lydia, qui a une entreprise qui s'appelle Free Moon, Lydia Vasquez. Voilà, qui est formatrice à l'œuvre de Yoni, qui vend des pierres sur son site, qui sont des pierres éthiques, parce qu'après ça pose la question aussi de, voilà, des conditions d'extraction de la pierre, puisqu'on va quand même, aller les chercher dans le creux de la terre-mère, donc il faut que ce soit fait de façon respectueuse. Il y a un gros groupe aussi, Lydia, elle a un super groupe Facebook, œuvre de Yoni, tout simplement. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour cette belle Ouais, je t'en discrétion. prie. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'aborder en long, en large et en travers 2 méthodes d'observation du cycle, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui t'a amené sur le chemin de l'observation de ton cycle? Ouais. Peut-être une petite question préliminaire, disons. Est-ce que tu as eu déjà recours à la contraception hormonale avant? Pourquoi et pourquoi tu l'as arrêté? Ouais. Alors, bah, malheureusement, je pense que j'ai pas eu vraiment le choix, en fait, à l'âge où j'ai eu besoin d'une contraception. C'est-à-dire que, voilà, en gros, j'ai eu, mon premier amoureux, et puis, heureusement, même mes parents m'avaient assez éduquée par rapport au risque, de maladies sexuellement transmissibles et tout ça. Mais, voilà, premier rapport, on va dire, c'était, gynécologue, avec ma maman, le parcours vraiment classique en France, quoi. C'est-à-dire, voilà, on va voir le docteur et on nous prescrit le cachet, sans autre explication. Franchement, j'ai pas de souvenir de ces Mmh. rendez-vous-là et voilà, c'est tellement ancré, en fait, dans nos sociétés, c'est pas enfin, je pense pas qu'on peut parler de choix, en fait. Donc ça, j'ai pris, ouais, à 16 ans, j'ai pris la pilule, vraiment pas longtemps. J'ai eu cette chance d'avoir, une prise de conscience, en fait, assez jeune, parce qu'après j'étais étudiante sur Paris, donc j'ai rencontré pas mal, bah, voilà, d'autres personnes, d'autres cultures,
je suis devenue, végétarienne, j'avais 19 ans et en fait, justement grâce au végétarisme et grâce à toutes ces personnes-là, j'ai ouvert mon esprit sur vraiment, bah, qu'est-ce que c'est la contraception, en fait? Qu'est-ce que c'est, les médicaments? Qu'est-ce qu'on nous fait manger? Enfin, tu vois, ça soulève beaucoup de choses, quoi. Toutes les industries, qu'est-ce qu'elles nous vendent? Et j'ai vraiment eu ce déclic. Ce qui m'a choquée, en fait, et ce que j'avais pas compris jusqu'alors, c'est que la pilule, c'est un médicament, en fait. Et pour moi, la fertilité, c'est pas une maladie, tu vois? Ouais. Je me suis dit: «Mais non, en fait, je suis en bonne santé, j'ai 19 ans, je vais pas manger un cachet comme ça tous les jours jusqu'à quel âge, quoi?» Enfin et j'ai arrêté. Par contre, là, tu vois, j'ai vraiment un souvenir en plus, visuel de ma petite chambre de bonne de Paris, avec ma plaquette et de me dire: «C'est bon, c'est fini, quoi». Donc j'ai arrêté comme ça du jour au lendemain et après j'ai fait longtemps, bah, la méthode calendrier puisque dans ma tête, c'était clair, évident que j'ovulais au jour 14 parce que j'avais un cycle de 28-29 Ouais. jours. Donc je me suis pas plus posé de questions que ça. Mais par contre et c'est assez rigolo avec le recul, quand je vois mon parcours, c'est que j'ai quand même déjà commencé une forme d'auto-observation, assez jeune en fait, à partir de 20 ans. En fait, j'ai un de mes copains de l'époque qui m'avait ramené un petit calendrier papier, sponsorisé par une marque de serviettes hygiéniques. Donc en fait, c'est juste un calendrier vide avec les mois et le nombre de jours des mois et bah, tu notes en fait, tu notes quand est-ce que tu as tes règles et puis moi je notais en plus, bah, quand est-ce que je chantais mon ovulation en fait. Donc Ah, tu vois, je me dis ça c'était il y a, ouais, j'ai honte de le dire, il y a 20 ans en arrière, le coup de avant-gardiste! vieux. Ouais, non, mais et puis il y avait pas internet à cette époque, quoi, enfin, sans avoir cherché d'autres, tu vois, c'était vraiment très intuitif, quoi Mmh. et j'ai vu comme ça, des fois, mon cycle, se décaler complètement. Après, j'ai commencé à suivre les phases de la lune aussi et c'était assez fou, quoi et j'ai fait ça pendant au moins, 3 ans. J'ai encore mes anciens calendriers, c'est rigolo, quoi et du coup, bah, je me protégeais pas tout le temps. Donc ça, c'est la méthode calendrier que je recommande pas du tout, évidemment, puisque, je comptais les jours, en fait, mais sans avoir vraiment la preuve de mon ovulation. Mais c'était intéressant quand même, hein, de voir, bah, de voir aussi de l'alternance parce que je sentais plus à gauche, plus à droite. Donc Mmh. c'était assez, rythmé aussi au niveau de ça, quoi. C'est un Et 1er pas. C'est bien, voilà, effectivement, il y a des méthodes qui sont peut-être plus fiables que d'autres, mais en tout cas, si ça doit commencer par, la simple méthode du calendrier pour certaines femmes et ben, je dis que c'est effectivement une bonne étape, pour apprendre et comprendre un petit peu comment on fonctionne, quoi. Et aller après bah, plus loin, du au step calendrier, d'après. plus de l'écoute, quoi, ouais. Ouais, tout à fait. Parce que pas juste noter les règles. Après les règles, c'est Ouais, pas ouais. tout à fait. Et après j'ai rencontré, bah, le père de mes enfants, mon ex-mari. Donc bah, là on a fait nos enfants, donc je sais quand est-ce qu'ils ont été conçus et cetera. Donc ça, c'était hyper intéressant aussi de, voilà, de suivre le calendrier. Et en fait, donc 1er enfant, 2e enfant et après ma deuxième, j'ai eu une grossesse surprise, en fait, que j'ai compris après, probablement pourquoi, parce que j'étais, voilà, à 4 mois post-accouchement, en allaitement, Mmh. enfin, plein de choses qui perturbent le cycle dont j'avais, aucune notion, on va dire. Mmh. Donc ce bébé-là, on l'a pas gardé parce que pour moi, c'était juste pas possible à ce moment-là et quelques années après, on a voulu faire un petit troisième et en fait, quand on en a parlé alors ça, c'est pareil, c'est un truc que je vois beaucoup dans mes accompagnements. Du moment où tu commences à parler de faire un bébé, il faut faire très attention si tu le veux pas maintenant, quoi. Parce que tu ouvres la porte dans ton esprit à quelque chose de plus grand et ça appelle la vie, quoi. Et en fait, on voulait le faire pour 6 mois plus tard et 15 jours après, j'apprenais que j'étais enceinte, quoi. Donc c'était encore une surprise pour moi, donc c'était pas très agréable de perdre le contrôle, hein, clairement, c'est ça, quoi. De se dire que, bah, j'ai pas su quand, comment, et hem et surtout pour mon mari aussi, c'était un peu difficile, voilà, une 2e grossesse non désirée, coup sur coup, mais voilà, et donc il est là aujourd'hui, le petit Marcus. Et du coup, s'est posé la question de après, en fait, après mon 3e accouchement, bah et qu'est-ce qu'on fait? Mmh mh. Parce que le truc de compter les jours, ça marche pas. Non, mais c'est marrant des fois comment il faut répéter l'expérience, tu vois? Pour prendre conscience aussi, d'un truc, quoi. Parce que jusque-là, en fait, tu ne pratiquais pas encore la symptothermie? Non, non, D'accord, la tu faisais symptothermie, juste j'ai le commencé il y simple. a 5 ans. D'accord, donc c'est vraiment tu comptais simplement les jours sur le calendrier, c'est ça? Exactement. D'accord, Parce que OK. en fait, dans ma tête, comme j'ovulais au jour 14, Ouais. je me protégeais du jour 7
au jour 17. Je gardais 7 jours avant le jour 14 et 3 jours après le jour 14. Mmh. Donc vraiment le calendrier de base, quoi, tu vois? Ouais, d'accord. OK. Et quand je vois mes cycles aujourd'hui, alors j'ai toujours un cycle très régulier, j'ai toujours un cycle imperturbable, même, voilà, déménagement, quoi que ce soit, des ruptures, on a divorcé et tout, mon cycle ne bouge pas d'un pouce. Mais par contre, jour, 17, je suis encore fertile, ça c'est clair. Mmh. Tu vois, j'ai un cycle, mon ovulation elle est un petit peu plus tardive, donc maintenant je comprends mieux aussi pourquoi, bah, j'ai pu tomber enceinte et d'autant plus que quand j'ai commencé la méthode, donc j'ai allaité mes enfants et le troisième en fait, enfin même les autres, mon allaitement n'est pas bloquant très longtemps en fait. Donc à 2 mois et demi, j'avais déjà mon retour de couche Mmh. et j'ai commencé la méthode directement après mon retour de couche et en fait, ce qui m'a vraiment convaincue avec cette méthode, c'est que j'ai vu, ce qui se passait dans mon cycle. C'est-à-dire j'ai eu un cycle de 35 jours et une ovulation autour du jour 30 en fait. Mmh. Ce que j'aurais jamais pu concevoir si j'avais pas la preuve sous les yeux, tu vois? On m'aurait dit: «Mais non, les femmes, elles ovulent au jour 30». J'aurais dit: «Quoi? Mais non, c'est jour 14», tu vois? Mmh mh. Donc c'est ça qui m'a vraiment, achevée de me convaincre, quoi. C'est de voir, avec mes observations à moi, mon cycle à moi, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passait, en fait. Mmh. Mmh. Et depuis, pas de grossesse surprise? Ouais, depuis, je suis en contraception et ça se passe très, très bien. Alors du coup, tu nous as raconté un petit peu alors si je comprends bien, c'est, suite à cette deuxième grossesse non désirée que tu t'es dit: «OK, j'ai pas envie de prendre une contraception hormonale, mais qu'est-ce que je fais concrètement pour ne pas avoir une troisième grossesse non désirée?» parce qu'on dit jamais 2 Et sans puis 3. plus d'enfants surtout parce que ouais, Ouais. ouais, non, puis moi, j'ai mon compte là, c'est bon, 3. Bon, puis Hem, j'ai un parcours un peu compliqué, j'ai eu 3 césariennes, donc là, si vraiment j'ai, voilà, une autre grossesse, c'est pas que je veux pas d'enfant, mais c'est que je veux plus de grossesse, en fait. d'accord. C'est trop, c'était trop difficile pour mon corps, quoi. OK, Là, ça voudrait dire une césarienne programmée, enfin, beaucoup de choses, surmédicalisées que non, je dis stop là. OK. Ouais. Mmh. Bon, bah, justement, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ouais, ouais. Je te donne rendez-vous sur le ring si ça te va? Entre Ouais. Billings et symptothermie. Donc je pense qu'on pourrait commencer par expliquer un petit peu ce que sont ces 2 méthodes, à Oui. savoir, bah, la symptothermie que tu as commencé à exprimer et puis, la méthode Billings qui sont donc les 2 méthodes d'observation, du cycle possible. Est-ce que ça te va de commencer par la symptothermie en nous disant un petit peu qu'est-ce que la symptothermie? Ouais, si tu veux, ouais, ouais. Alors c'est marrant parce que justement quand j'ai découvert les méthodes naturelles, bah, comme tout le monde, hein, j'ai cherché sur internet, contraception naturelle et j'avais Billings m'intéressait beaucoup en fait, donc j'ai pas mal creusé Billings, voilà les Mmh. règles et tout et en fait, si tu veux, j'ai choisi la symptothermie un peu par aveu de faiblesse en fait. Parce que la glaire, j'y connaissais rien du tout et je me suis dit: «Au moins la température», on va en parler après, mais au moins la température, heu, ce sera pas de ma faute si ça se trompe, tu vois? C'est le thermomètre qui va me donner la mesure, en fait. Ce sera pas il y a beaucoup, une histoire de responsabilité, enfin, c'est assez fou et pourtant je prenais plus de contraceptifs depuis longtemps, mais surtout quand on prend, voilà, un cachet ou quelque chose, quelque part, on reporte notre responsabilité, en fait. Tu vois, quand il y a un échec, ah D'accord. bah, c'est la faute de la pilule, en fait, tu vois? Mmh. Mais là, on est dans le cadre où, l'échec, on le doit qu'à nous, quoi, en fait, donc c'est toute une autre dimension, au niveau de la responsabilité, quoi. Mmh mh. Alors juste pour la symptothermie, donc bah, en fait, tout est dans le nom qui est souvent un petit peu, écorché, mais en fait, c'est sympto et thermie Mmh. et donc sympto, on va faire l'observation des symptômes, principalement la glaire cervicale. Il y a des méthodes où on peut faire l'observation du col de l'utérus aussi, puisque en fait, ces 2 critères vont, changer avec les hormones du cycle et thermie, donc la température, donc on ajoute en plus, ce deuxième contrôle puisque la température, pareil, va fluctuer en fonction des hormones et en fait, en recoupant ces 2 critères, eh bien, on va pouvoir, situer la période d'ovulation dans le cycle et du coup, par déduction, ben, comment? Dégager les phases, fertiles et infertiles dans le cycle. Mmh. Donc ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est un outil, très visuel, en fait, puisqu'on a un tableau et on a vraiment une cartographie, de ce qui se passe de façon linéaire dans notre cycle. On voit facilement les différentes phases et ça, je trouve, que c'est vraiment un bel outil, qui pourrait servir à plein d'autres, thérapeutes, en fait. Mmh. Mmh. Donc du coup, tu observes, enfin il y a 3 grands indices dans la symptothermie, donc la glaire, la température et le col de l'utérus et ce que tu sembles dire, c'est que seulement le suivi de 2 critères parmi les 3 suffisent,
Oui. ça suffit, pardon, à suivre son cycle. Donc En fait, on peut faire oui, vas-y. ça peut être la glaire et la température le col ou le col et la glaire. Alors non, justement, Il y a toujours la il faut que ça reste toujours température. avec la température, ouais. Donc c'est Mmh. soit glaire, température, soit col, Mmh. température, soit glaire, col et température, Mmh. ouais. Et ouais, je comprends cette notion de pouvoir, grâce à la température, enfin, fiabiliser notre suivi et peut-être nous rassurer un petit peu, quant à la période Bah, ça donne fertile un et deuxième infertile. indice, en fait. Mmh Ouais, mh. ça donne un deuxième indice et justement le fait d'avoir 2 critères, on les confronte l'un l'autre, en fait. Est-ce qu'ils disent la même chose? Est-ce qu'ils sont contradictoires? Ça permet de ouais, de plus sécuriser, en fait. Mmh. Mmh. Alors pour les personnes qui sont peut-être un petit peu, novices sur la notion de le col de l'utérus, c'est juste que, en période infertile, le col, il est plus bas, il est dur, il est fermé, alors que, et donc, imperméable au passage des spermatozoïdes. Et au contraire, en période fertile, là, il va être beaucoup plus haut, mou, et il va pouvoir s'ouvrir et s'ouvre d'ailleurs à l'ovulation Mmh. pour faciliter le passage des fameux petits spermatozoïdes. Donc la nature est quand même Ouais. bien, bien faite. Mmh. Alors du coup, bah, pour faire un petit effet miroir sur la méthode Billings et complète-moi si jamais j'oublie des choses puisque tu as aussi pas mal étudié la méthode Billings. Et bien la méthode Billings finalement se rapproche, en tout cas dans l'état d'esprit, dans la philosophie de la symptothermie. En revanche, la différence, c'est qu'il n'y a pas de suivi de la température basale et pas non plus du suivi du col de l'aspect du col de l'utérus. En gros, en fait, on considère dans la méthode Billings qu'il n'y a pas, qu'on n'est pas censé se toucher ou connaître beaucoup plus son anatomie que ça, et on peut quand même suivre son observation du cycle. Alors du coup, ça implique le suivi de deux critères principaux, et les deux seuls critères, hein. Il y a l'observation de la texture de la glaire cervicale, donc en gros, vraiment, je regarde le fond de ma culotte et je regarde ce qu'il y a. Et aussi l'observation, et ça c'est plus subtil, de ces sensations à la vulve. Donc on ne vient pas Ouais. toucher et manipuler, on va dire, le col de l'utérus. En revanche, on va essayer d'apprendre à sentir comment on se sent à la vulve. Est-ce qu'on est plutôt sèche, humide, voire mouillée? Et c'est l'évolution de cette sensation-là qui va venir coupler à l'observation de la texture de la glaire et nous dire si on est en période fertile ou infertile. Alors pour les personnes qui sont au niveau de la sensation à la vulve, moi j'aime bien, pour aider un petit peu, se dire, ok, quand je m'essuie avec un papier, comment ça se passe? Est-ce que ça glisse? Est-ce que c'est plutôt râpeux, on va dire, ça freine? Et donc dans ce cas, ça permet de un peu plus facilement suivre les sensations à la vulve. Oui, tu Alors voulais... justement avec la symptothermie, ouais, on utilise aussi ce critère. On appelle ressenti interne, sensation vaginale, mais ça on va dire c'est un critère un peu, complémentaire, facultatif. Déjà, c'est pas toujours évident pour les femmes de l'avoir ou peut-être pas tous les jours et du coup, on le met, plus en complément de la glaire, mais c'est la glaire qui reste Mmh l'observation principale. Mais ça peut, le ressenti peut changer aussi l'interprétation, par exemple. mh, mmh. Si on voit pas de glaire, mais qu'on a un ressenti mouillé, voilà, on est, plutôt très fertile, quoi. Mmh. Absolument. Et est-ce que tu connais un petit peu l'année de découverte de la méthode de la symptothermie? Oui, la symptothermie, c'est, beaucoup les travaux du professeur, Rotzer. C'est un des pionniers, qui a écrit un des premiers livres, sur cette méthode. Ses premiers travaux, c'est les années 50, première publication, c'est les années 60-65. Mmh. Donc Donc sur la méthode quasiment en même Billings, temps que la pilule, hein. Ouais. ouais. Et en même temps que la méthode Billings, en fait. Tout a été, Ouais, ouais. tout est arrivé un petit peu en même temps puisque la méthode Billings, c'est, issu des travaux, pardon, du docteur, John et Evelyn Billings, justement, qui sont des médecins australiens, et pareil, c'était, années 60, 70. Donc on a eu à peu près les Ouais, 3 méthodes en même temps. OK. ouais, ouais et c'est souvent d'ailleurs en passant parce que j'ai pas cité sa femme, mais Rotzer, il travaillait beaucoup avec sa femme aussi, hein. Ouais. C'était un peu les elles sont souvent dans l'ombre, mais en fait, Bah oui. c'est grâce à elles aussi, quoi. Mmh. Bah, heureusement d'ailleurs, hein, parce Ouais, ouais, que qui mieux qu'une femme, pour, c'est suivre un ça, petit quoi. peu tout Puis ça? Ouais, ils vivent au quotidien avec elle, donc ils voient toutes ouais, les facettes, quoi. ouais. Maintenant qu'on sait un peu plus sur concrètement qu'est-ce que la symptothermie et qu'est-ce que la méthode Billings, selon toi, quels sont les avantages de la symptothermie? Alors les avantages, par rapport à Billings, pour moi en tout cas, c'est, bah, en fait justement ce critère de température, je trouve qu'il apporte vraiment une lecture, beaucoup plus détaillée du cycle. Hem
déjà pour mieux situer la période d'ovulation, puisqu'on va recouper, c'est comme chez Billings en fait, on va chercher le moment où il y a une bascule en fait. J'explique un peu pour les personnes qui écoutent, mais Mmh mh. on a vraiment ce qu'on va suivre dans les 2 méthodes au niveau de la glaire, c'est qu'en fait la glaire elle évolue, heu, donc après les règles, il y a pas beaucoup d'hormones en fait et plus on va vers l'ovulation et plus on a d'hormones, les œstrogènes, qui vont rendre la glaire plus accueillante en fait pour les spermatozoïdes. Donc on va beaucoup regarder la texture pour voir comment ça évolue et une fois qu'on a ovulé, ça change complètement en fait. Donc on va chercher, dans notre cycle, ce moment où ça bascule qu'on appelle le jour pic, le jour sommet de fertilité, donc là où on a le la dernière glaire de meilleure qualité et après ça change. Et donc on va recouper ce pic avec la montée de température. Donc ça permet aussi d'affiner, le moment de l'ovulation, parce que des fois il y a un petit décalage entre le pic et la montée par exemple et ça nous donne des paramètres, santé aussi, qui sont super importants. Par exemple, pour les couples qui sont en conception, on va avoir vraiment, une lecture de leur courbe, post-ovulatoire. Ça va donner une idée du niveau de progestérone, de comment se comporte la progestérone, de vraiment, combien de temps dure la phase lutéale précisément. Donc je trouve que c'est hyper intéressant, puis c'est beaucoup plus, visuel aussi, parce qu'on voit tout de suite la montée. La glaire, on peut avoir plus facilement des variations. Je pense par exemple des pathologies comme le SOPK où on a voilà des pics et des pics et des pics, de la glaire qui augmente en qualité, qui rebascule, qui revient. Donc tant qu'il y a pas de montée, en fait, il y a pas d'ovulation, quoi. Tu vois? Ça, c'est quelque chose d'assez clair, heu, à analyser, en fait. Ça et puis je trouve qu'aussi, justement au niveau des jours, fertiles, infertiles, heu, avec la symptothermie, on a aussi un critère en plus, à l'ouverture de la fenêtre de fertilité. Donc là, on va rentrer un peu dans les détails techniques pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est le sujet aussi justement d'aller un peu dans les détails. Hem, donc on ouvre la fenêtre fertile, on devient fertile en fait à partir du moment où on a de la glaire en fait. Voilà, ce qui va permettre aux spermatozoïdes de rester en vie pendant plusieurs jours. Malgré tout, chez certaines personnes, surtout dans les débuts en plus, c'est pas toujours évident. Je pense par exemple à des situations comme le post-pilule. Quand ces méthodes-là ont été créées, il y avait pas de femmes en post-pilule. Il y avait pas ces problématiques qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des femmes qui prennent, la pilule à 10 ans, 20 ans. Des fois jeunes, hein, des fois voilà, à 14 ans, 12 ans, elles commencent la pilule et puis à 30 ans, elles veulent un bébé, quoi. Donc il y a pas toujours de la glaire, quand on arrête, c'est pas toujours évident. Et là, en fait, le fait d'avoir cette température, on a aussi un double contrôle à l'ouverture de fenêtre de fertilité. Donc on a et la glaire et la température qui va nous renseigner aussi sur à quel moment potentiellement on devient fertile. Même si on voit pas de glaire, on a quand même un critère, ce qu'on appelle grand D, ça c'est la méthode, Doring, qui va nous donner, des indices supplémentaires. Et après voilà, je trouve que ça permet, sur les cycles en tout cas qu'on a pu, étudier, ça libère plus de jours infertiles, on va dire. Parce que Billings, dès que tu as de l'humidité, dès que tu as quelque chose, tu es tout de suite fertile en fait. Les saignements, tu es fertile. Avec la symptothermie, les saignements sont infertiles et on sait, jusqu'à quand, si c'est jour 7, jour 9, ça dépend des femmes, quoi. Mmh. Mmh. Et en plus, les femmes qui ont des cycles très courts, même pendant les saignements, elles peuvent être fertiles, C'est ça, c'est ça. effectivement. Mmh. OK, alors les avantages, on les a bien enfin moi je pense que je les ai bien compris effectivement. Il y a le fait qu'il y ait pas mal de critères couplés, bah, ça fiabilise et la notion de suivi de température permet vraiment de valider, les hypothèses de fertilité et d'infertilité. Moi du coup, je vais enchaîner sur la partie Billings. Ouais. Les avantages que je vois, moi, de la méthode Billings, et du coup, qui sont un petit peu les inconvénients, ou en tout cas les limites qui aujourd'hui m'empêchent d'aller sur la symptothermie, et il n'y a pas grand-chose au final, hein, parce que honnêtement, je suis très convaincue par la symptothermie, mais c'est justement cette notion de suivi de température en plus de tout le reste, qui aujourd'hui, moi, ne m'est pas forcément nécessaire, et je trouve que Billings, et c'est ça son avantage, c'est qu'il y a très peu de critères. Il y a pas mal d'études qui ont C'est aussi une méthode montré très la simple, hein, ça c'est c'est clair, une méthode, voilà, enfin je qui trouve est qu'au niveau méthodologie, c'est beaucoup plus accessible Billings. Il y a exactement, 4 règles, tu vois? exactement. C'est Billing, facile. c'est pour moi, c'est une super bonne première étape en tout cas. Oui, Il y a très peu de règles, elles ont été quand même validées, par pas mal d'études, à condition de bien les suivre et effectivement d'avoir recours à certaines précautions quand on a un doute. Si on n'est pas en volonté de concevoir, effectivement, 6 doutes
et bien derrière, il faut mettre en place les actions nécessaires pour ne pas avoir de grossesse non désirée. Mais en tout cas, voilà, ce peu de critères qui sont voilà, le suivi de la texture de la glaire et les sensations à la vulve permettent en fait quasiment uniquement de suivre son cycle et d'éviter tout cas de grossesse non désirée à condition de, si doute, à soit on s'abstient, soit on se protège en plus par préservatif. Et encore une fois, le préservatif n'est pas non plus... on peut très bien, par accident, tomber enceinte si on est en période fertile et surtout à l'ovulation et s'il y a problème avec le préservatif. Donc c'est là où l'avantage de Bing, c'est sa simplicité et son accessibilité pour toutes, quasiment du jour au lendemain, avec bien sûr beaucoup de pratique. Il faut quand même pratiquer, mais du jour au lendemain, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit ni rien, on peut pratiquer Alors Billings. ça, je trouve que pour moi, c'est un des avantages de Billings. On va dire, dans le Ouais. monde d'après, tu vois, moi, je vois beaucoup, enfin, pour moi, c'est des méthodes qui sont durables, en fait. C'est-à-dire que là, on est à un stade de notre évolution de l'humanité où on va droit dans le mur, clairement, tu vois. On peut pas continuer à manger des hormones de synthèse, des pesticides et tout ça, des perturbateurs endocriniens à gogo, en fait. Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, tout ça. Donc je me dis, la symptothermie, il y a le problème, oui et non, mais du thermomètre, en fait. C'est-à-dire que Ouais. ça nécessite des industries, des technologies, des batteries. Ce que j'aime bien chez Billings, c'est qu'il y a rien, en fait. Tu as Ouais. juste toi et ton propre corps, donc c'est Ouais. zéro déchet à fond. Enfin, Mm. il y a cet avantage, c'est clair. Ouais. Bon, c'est sûr que moi, j'observe mon cycle avec mon papier et mon crayon, quoi. Point barre. Ah oui, ouais, ouais. Par contre, et j'enchaîne sur les limites de Billings, c'est que bah voilà, j'ai beau moi le pratiquer, je suis totalement consciente que ça reste une méthode d'observation qui est contraignante quand on ne veut absolument pas tomber enceinte. Comme tu le disais, en fait, on est moins sûr, comme on ne suit pas la température basale, les fenêtres de fertilité ou d'infertilité sont moins sont Évidente, ouais. sont moins évidentes et du coup en cas de doute on va se considérer comme fertile et Élargir, quoi, peut-être oui. s'abstenir complètement. Donc par exemple Mmh. pour des femmes aussi qui ne sont pas forcément en couple et qui ont plusieurs relations peut-être par semaine, etc., peu importe, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué d'utiliser Billings parce que là, on peut forcément avoir des fenêtres dites de fertilité beaucoup plus larges, alors que avec la mesure de la température basale, on peut se dire là non, j'ai beau avoir peut-être une sensation mouillée, ma température ne s'est pas élevée, donc c'est sûr que je suis pas en période fertile. Donc voilà. Donc effectivement, ça peut être la contrainte quand on est en couple et que le conjoint comprend, etc. aussi. Je trouve que Billings reste une méthode quand même bien adaptée. Je sais pas ce que tu penses, Alors ce que tu en penses. ouais, c'est marrant parce que j'ai une copine, de symptothermie de longue date qui, elle, est repassée sur la méthode Billings, en fait. D'accord. Parce que justement, alors je pense que c'est un petit peu le piège aussi, c'est que son cycle n'est pas sensible aux perturbations. Donc en Mmh. fait, elle a, voilà, souvent, le même cycle et tout, donc au bout d'un moment, la température, ça l'a saoulée. Donc elle s'est dit: «Bon allez, la température finalement, ne fait que confirmer ce que je vois déjà avec la glaire, donc je vais rester juste sur la glaire, en fait». Mmh mh. Mais mais voilà, moi ça reste ma bouée de sécurité, on va dire. Ouais, je comprends. Comme je suis vraiment voilà, grossesse pas possible, donc ça permet vraiment de m'alléger l'esprit, Mmh clairement. mh, Mmh. mmh. Mais Après, je voulais revenir sur la notion de contrainte que tu évoquais. oui. Je pense que ça, c'est dans toutes les méthodes, en fait, du moment qu'il faut s'observer, de façon quotidienne et tout ça. C'est vrai que c'est un peu délicat, en fait, de situer la limite, à partir de quand est-ce que ça devient une contrainte. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi, par exemple, pour la prise de température, et souvent, il y a beaucoup déjà aussi d'a priori, en fait, des jugements par rapport à ça. Alors ça vient aussi du fait qu'il y a plusieurs, variantes de symptothermie. Il y en a des plus ou moins strictes, et il y en a où il faut prendre la température tous les jours. Après moi, je suis sur une version, plus modernisée où voilà, c'est assez flexible avec le rythme de vie. Franchement, on peut pas parler vraiment de contraintes. C'est plutôt, de la rigueur où on va, voilà, pendant une dizaine de jours, vraiment être attentive à nos observations. Mais c'est clair que le reste du temps, c'est un peu plus libre. Alors que chez Billings, il y a vraiment voilà, il faut avoir ce suivi vraiment, quotidien pour savoir vraiment où on en est, en fait. Mmh. Mais après, je pense que quand on est dans une démarche d'observation du cycle au naturel, c'est complètement différent parce que c'est une question que j'ai souvent: «Est-ce qu'au final,
c'est pas plus contraignant que la prise de la pilule, par exemple. Alors que la prise de la pilule, c'est pareil, il faut, voilà, y penser tous les jours. Et combien de femmes qui disent, «Ah bah oui, j'ai mis mon alarme, j'ai loupé mon cachet». Au bout d'un moment, le corps, enfin, c'est des actes manqués, en fait. Quand on loupe, régulièrement de prendre sa pilule, c'est qu'on n'en peut plus, quoi. Mmh. Absolument. Donc la contrainte, ouais, je pense qu'elle est, c'est assez individuel, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de joie à observer son corps qu'à prendre un médicament, quoi. Ah bah, de toute façon, peu importe, symptothermie ou Billings, je pense que le bénéfice numéro un, c'est qu'on apprend à se connaître, en fait. On sait C'est enfin clair. comment on fonctionne et comment fluctuent nos humeurs et aussi, du coup, comment on peut mieux accepter des jours qui sont peut-être, sans et des jours qui sont avec. Ça, bah, là, à l'heure à laquelle on enregistre, je suis en plein dans mon... Ce matin, c'était pas une surprise, enfin, c'est une surprise parce qu'on sait jamais vraiment quel jour ça arrive, mais voilà, je suis dans mes périodes et je comprends carrément l'état d'esprit dans lequel je suis depuis 2-3 jours, en fait. Et fut un temps, Mmh. je me serais... moi qui suis hyper dans la... Enfin, j'ai un tempérament, mais je me suis largement calmée depuis quelques mois, quelques années. Mais dans la productivité, ça va pas, peu importe, on continue ce qui était prévu, le planning, etc. Mmh. Maintenant, voilà, je me dis: «Bon, c'est bon, lâche-toi un peu, là, je sais que c'est en ce moment, c'est comme ça, dans quelques jours, ça ira beaucoup mieux et puis, tu feras ce que tu as pas fait, aujourd'hui, les jours précédents et C'est basta, quoi». clair. Et ça, c'est je pense que j'ai enfin réussi à lâcher prise sur ça depuis que, je suis, sur l'observation de mon cycle. Que ce soit, symptothermie Mmh. ou billing, soit les deux confondus, peu importe, c'est les mêmes bénéfices par rapport à ça. Donc ça, Ouais. pour moi, ça a été une vraie bouée de sauvetage, disons. Et Enfin, c'est marrant parce que, enfin, moi, j'ai un peu les 2 profils, en fait, qui viennent pour les formations. C'est-à-dire, il y a des femmes qui viennent vraiment avec, déjà cette intuition, tu vois? Ou cette connaissance de que, bah, elles sont cycliques, qu'il y a des choses qui se passent et qu'elles ont besoin d'un outil pour mieux observer ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle plutôt l'approche, voilà, instinctive, intuitive, le côté plus, connecté ciel. mmh. Et il y a le côté très terre à terre où, bah, voilà, j'ai eu des échecs de contraception, j'en ai marre de ma pilule, je veux une contraception naturelle. Donc elle passe par cette étape plus terre à terre, hein, vraiment cartésienne, Mmh puisque la mh. symptothermie, Billing, c'est des méthodes scientifiques, hein, c'est des Mmh c'est c'est des médecins, c'est des gynécologues, des chercheurs qui les ont mises en place. Et après, elle découvre ce côté cyclique, ce côté, changeant. Et voilà, le top, c'est quand on réunit les 2 en fait, qu'on a vraiment l'information biologique et ce qu'on vit dans notre corps, quoi. Absolument. Je Mmh. reviens juste sur la notion de contrainte dont on parlait et ça, moi je trouve que tout est contraint, enfin tout est contraignant et tout est faisable. Tout dépend en fait avec quelle, État motivation et d'esprit, quoi. pourquoi Ouais. en fait on fait des choses. Aujourd'hui par exemple, moi je trouve que la symptothermie, mesurer ma température, voilà, c'est pas pour moi aujourd'hui, Ouais. parce que j'en ai pas profondément, j'en ressens pas profondément le besoin ni l'envie. Fut un temps, ça je préférais largement prendre la pilule contraceptive et puis après j'en ai plus voulu. En fait, tout dépend et c'est comme tout dans la vie, tout dépend vraiment de ses propres motivations. C'est exactement comme la personne qui décide d'arrêter de fumer. Tant qu'on lui dit d'arrêter de fumer et qu'elle est pas profondément Voilà, convaincue, c'est ça. Mmh. elle n'arrivera jamais à arrêter de fumer de manière Mmh. durable et sereine, en fait. Et c'est exactement la même chose pour, je pense, pour les types de contraception, Mmh. naturelle, hormonale et tous les choix qu'on peut faire de notre C'est vie. clair. Tout est contraignant pour n'importe qui et c'est comme tu dis, c'est très individuel et c'est d'abord à nous de faire ce travail sur nous, de comprendre, de mettre le doigt sur nos motivations profondes et les éventuelles difficultés entre guillemets ou inconvénients qu'ont chacun de nos choix ou de méthodes de contraception ici, eh bien on arrivera tout simplement à vivre avec parce qu'on sera profondément convaincu que ça nous sert et qu'on a envie en fait. Donc Mmh mh. voilà, je pense que Ah c'est, mais moi, c'est clair, je pense que ça répond à un besoin, en fait. mmh mh, Plus qu'une motivation, c'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, quoi. Mmh. ouais. Et je voulais juste revenir aussi, rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton amie là qui est revenue sur Billings parce que justement elle a un cycle qui est très, régulier, et elle est imperturbable comme tu le disais. Et ben moi je suis le contre-exemple. Alors je suis pas passée par la symptothermie pour après aller sur Billings, mais c'est aussi peut-être pour ça que je me pose la question, peut-être, un peu plus tard. Mais moi, pour le coup, j'ai un cycle qui n'est pas forcément très régulier et je suis
totalement perturbable. Moi, je pense qu'un grain de sable, me me Mmh. perturbe, Ah oui, il y a des profils perturbe mon comme ça, hein, la cycle. moindre, ouais, ouais. Bah, déjà, j'ai eu, subi, des périodes d'aménorrhée qui ont été très, très longues dans ma vie et je pense qui ont, bah, parce que voilà, c'est mon cerveau, mon esprit, était trop perturbé et forcément j'en déduis que aussi j'ai un cycle qui est très dépendant, de tout mon environnement Ton et donc il y a bien-être, des et voilà, mental mon quoi, oui, bien-être oui. Mmh. mental, physique Ouais. et surtout mental au final. Pour autant, Billings aujourd'hui, bah, j'en ai pas encore, je touche du bois, j'ai pas eu de problème par rapport à une grossesse non désirée. Mais encore une fois, c'est parce que je suis aussi en couple depuis pas mal d'années avec un conjoint qui est très compréhensif et dès que j'ai un doute, ben, je lui dis tu veux un enfant ou pas? Non, non. Ok, bon ben voilà, dans ce cas. Et en même temps, c'est bien parce que ça inclut en fait le partenaire Ouais. et bien, voilà, tu veux un enfant? Non. Bah dans ce cas, voilà, c'est pas qu'on se prive, c'est juste que tu assumes toi aussi ton non-désir d'enfant. Il n'y a pas que moi Mmh mh. à l'assumer. Donc ça permet aussi d'impliquer un peu plus son partenaire, des fois qui Mmh mh. se laisse aller quoi. C'est clair. D'ailleurs, ça on peut peut-être l'évoquer aussi, mais Ouais, c'est vrai qu'à l'origine en fait, bah, la méthode Billings, c'est une méthode qui se pratique en couple, hein. ouais. Vraiment dans la tradition Billings, c'est monsieur qui note les observations, enfin, Oui. tu peux peut-être nous en parler, Ouais, mais mais justement, merci, parce que c'est quelque chose que un point que j'allais omettre, et je pense que c'est ça aussi qui m'a menée vers Billings, c'est que lorsque moi j'ai pris connaissance de cette méthode-là et que je me suis formée, enfin, je suis toujours en cours de formation pour devenir monitrice, mais je me suis formée à titre personnel avec des moniteurs et des sages-femmes monitrices. J'ai tout de suite perçu cette notion d'implication du conjoint et effectivement, c'est le mari qui tous les soirs avec sa femme note les symptômes observés et du coup je trouve ça vraiment puissant en fait pour le couple comme type d'approche et ça permet vraiment comme je disais de partager en fait la responsabilité du désir ou non d'avoir un enfant. Et ça remet aussi au centre le fait que ben il n'y a pas que la femme qui conçoit, donc il n'y a pas que la femme qui doit se protéger et potentiellement soit avoir entre guillemets la contrainte de suivre ces critères ou alors d'ingurgiter des hormones de synthèse pour se protéger. et tu l'as souligné, mais en fait, traditionnellement, chez Billings, on forme de couple à couple, en fait. Il y a vraiment une Mmh. transmission, voilà, du couple, qu'on a peut-être un peu moins dans la symptothermie. Enfin, moi, après, je suis sur une approche, voilà, plus modernisée. J'ai beaucoup de femmes, même célibataires qui se forment. Enfin, il y a vraiment, différents états d'esprit aussi par rapport à tout ça, quoi. Et ce qui est très touchant effectivement aussi, c'est quand le couple est en désir d'enfant et se tourne vers une méthode d'observation du cycle pour maximiser en fait leurs chances de Ouais. pouvoir concevoir. Et je pense que là, c'est pas une question de Billings ou symptothermie, c'est les deux, ça permet ça. C'est le fait que, enfin, moi, je sais que j'ai déjà eu en face de moi des couples et même des femmes qui étaient alertées et qui étaient enfin, à la porte du PMA parce qu'elles n'arrivaient pas à concevoir jusqu'au jour où tu leur expliques comment elle fonctionne en fait. Ah, Mmh. c'est là que j'ovule. Ah bah non, mais c'est pas Non, là mais qu'on avait nos unions en fait. même pire, mais enfin, moi, j'ai déjà eu des femmes, 2 ans de PMA Ouais, et on leur a jamais parlé de la glaire, par exemple. ouais. Je sais pas, c'est la base, quoi. Mm, Enfin, mm, c'est choquant, quoi. mm, mm. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les avantages et les inconvénients peut-être de chacune des méthodes. Est-ce que par contre, dans le cas de la symptothermie, il y a des cas où ce n'est pas recommandé de faire appel et d'utiliser cette méthode? Il y a pas de contre-indication, en fait. Enfin, souvent, on rétorque, l'âge et cetera, mais enfin, déjà, ça n'est pas forcément en lien avec la sexualité. C'est-à-dire qu'on peut observer son cycle, pour se connaître. Ça peut être pour des jeunes filles, voilà, à la puberté, découvrir. Moi, j'ai vraiment de tous les profils, j'ai de tous les âges. Toute la tranche, fertile de l'âge de la femme, j'en ai, quoi. Des contre-indications, non. Après, même des femmes, par exemple, qui auraient, ça arrive des fois, vraiment une contre-indication médicale à la grossesse, aux hormones de synthèse, c'est-à-dire qu'elles ont fait, par exemple, un AVC, elles peuvent plus du tout même prendre, de pilules du lendemain. Il y a vraiment un risque pour la santé et pour la grossesse aussi. Après voilà, on peut utiliser la symptothermie, aussi avec, uniquement la phase post-ovulatoire, par exemple. Enfin, c'est vraiment une méthode qu'on peut sécuriser, mais encore une fois, après c'est une forme d'autodiscipline aussi.
C'est-à-dire à quel degré d'implication, voilà, on va se contraindre, en fait. Mais non, après le souci, ça va être quand il y a pas de cycle. Là, c'est sûr que c'est difficile de s'observer. Tu parlais de l'aménorrhée tout à l'heure. Ouais, Ça, on va dire que c'est la seule, condition où, on ne peut pas pratiquer la méthode, mais normalement, c'est temporaire. oui. On peut pas pratiquer la méthode. Après, moi, je sais que j'ai, quand j'étais en période d'aménorrhée, alors la période d'aménorrhée, moi, a duré très longtemps et seulement, à la fin de ma période, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à mon corps de femme et d'ailleurs, c'est ça qui, je Mmh. pense, m'a amené petit à petit à retrouver mon cycle. Mais j'ai commencé à m'intéresser à l'observation naturelle du cycle et à Billings et je commençais à m'observer, en fait, et à essayer de comprendre si j'avais des fluctuations ou Mmh. non. Et effectivement, pendant très longtemps, je pense ne pas avoir eu de fluctuations parce que j'étais totalement en fait stagnante, endormie. Mon cycle ne Ouais, ouais. fluctuait pas du tout. Et quand j'ai commencé à me dire ah mais là je me sens pas pareil, parce qu'en fait ce qu'il faut dire aussi, je pense que ce qui est important, c'est que là on parle des critères purs et durs de chacune de ces méthodes, mais dans l'état d'esprit de chacune de ces méthodes, je pense que ce qui est important de se dire, c'est au-delà des critères très factuels qu'on vient d'énoncer, il y a aussi l'aspect émotionnel qu'on peut venir aussi répertorier, suivre et Mmh. venir corréler justement Bien sûr. à nos Mmh. critères de cycle menstruel et notamment d'émotions, etc. Voire même, moi je sais que je suis la méthode Billings, mais je note aussi, par exemple, si j'ai des soucis de digestion, si j'ai des syndromes prémenstruels, des seins qui gonflent, des seins qui sont un peu douloureux, si j'ai eu peut-être un petit mal de tête aujourd'hui alors que je suis pas du tout migraineuse d'habitude. Enfin, je note tout parce que derrière, je sais que ça me permet de venir corréler avec certains critères et d'avoir un suivi en fait de mon état d'être général. Parce que finalement, les hormones influent sur tout, même sur notre digestion. Donc voilà, ça peut aussi expliquer certaines choses. Alors justement, j'ai fait une formation aussi avec, Miranda Gray, qui est Oui, l'auteure du livre, Lune rouge. ouais. Excellent, très bon Et livre. en fait, ouais, et la première fois que j'ai lu ce livre, c'était vraiment au tout début où je découvrais les méthodes, et tout ça. Et en fait, j'ai eu ce sentiment que je connaissais déjà tout ça, en fait, Oui. comme je le vivais déjà, en fait, tu vois? Et il y a quelque temps, j'ai créé un carnet justement d'observation du cycle qui peut servir pour l'observation symptothermique, mais aussi pour l'observation symptomatique. Mm. Justement, comme je disais tout à l'heure, les femmes qui sont plus intuitives, plus connectées, elles vont noter tout ça. Et en fait, avec Miranda Gray, elle va dans, voilà, dans beaucoup, beaucoup de sphères. Et en fait, on se rend compte que mais c'est même flippant de voir à quel point nos hormones nous gouvernent. C'est-à-dire que même la façon, par exemple, dont tu vas t'habiller, la couleur que tu vas porter, ça change en fonction des phases du cycle. Ce que tu as envie de manger, comment tu te comportes avec les autres, même au niveau de ta pratique spirituelle. Enfin, il y a plein, plein de domaines, où ça va, influencer, en fait. Donc c'est hyper intéressant justement de faire les rapprochements, aussi bien sur des paramètres santé que des paramètres, voilà, comportementaux, émotionnels. C'est très, très riche, hein, le cycle féminin, quoi. Mmh. Oui, absolument. Et je pense que du coup, ces méthodes-là permettent d'ouvrir ses perspectives et apprendre à effectivement s'écouter un peu plus. Parce Mmh. qu'on peut aussi être coupé de ça parce qu'on est trop dans l'automatisme, comme on disait au début de l'épisode, et on pense qu'on agit toujours pareil, qu'on s'habille toujours pareil, qu'on fait tout pareil, juste parce qu'en fait, on lâche pas prise. Donc, on laisse pas ces Mmh. fluctuations prendre le dessus au final. Donc, c'est très curieux et Et je trouve même riche. justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est rigolo, c'est un truc qui arrive assez souvent quand je fais mes consultations. Dernièrement, c'est voilà, vraiment le truc typique: «Ah mais moi mes cycles sont toujours de la même longueur». OK, d'accord, combien de temps? Alors elle prend son appli, elle regarde: «Ah beh, 24, ah beh, 32». Donc c'est pas du tout 28 jours. Ah bah non, en fait. Ouais, Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas noté et qu'on n'a pas pris du recul et regardé, en fait, je sais pas quel tri se fait dans notre esprit, mais il synthétise, en fait, tu vois? On a une vision qui est erronée, quoi. Ça, c'est assez fou, quoi. mm, Donc même dans nos variations, il y a des femmes qui vont te dire: «Ah bah non, moi ma glaire, c'est tout le temps pareil», jusqu'à ce qu'elles observent leur glaire, en fait, et qu'elles voient ces variations. Mmh. absolument. Alors, une fois qu'on a, ça y est, je pense qu'on a convaincu toutes les femmes qui nous écoutent de passer soit à la symptothermie, soit à la méthode Billings. Maintenant qu'on a choisi, voilà, peut-être qu'il y a la team symptothermie, la team Billings qui nous écoute. Une fois qu'on a choisi sa méthode d'observation du cycle, comment on s'y met concrètement? Donc, pour les femmes qui veulent se mettre à la symptothermie, qu'est-ce qu'elles doivent faire dès la fin de l'épisode? Alors dès la fin de l'épisode, vous pouvez, déjà en parler avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, ça je trouve que c'est, voilà, le point de départ.
Alors des fois, c'est les hommes, hein, qui sont plus, convaincus ou convaincants, qui vont dire: «Non mais ma femme sous pilule ça va pas, elle a des problèmes, ou je la reconnais pas». Donc voilà, déjà d'envisager, d'en parler, de vous documenter, vous renseigner. Moi des fois, j'ai des personnes qui reviennent, 2 ans après, elles ont vu un de mes lives et puis, là c'est bon, c'est il y a le déclic, elles sont prêtes, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qu'on consomme, comme un médicament, comme un stérilet, on le met, on ressort, c'est bon, on est protégé, quoi. Il y a vraiment, voilà, un changement profond, en fait, quand on se tourne vers les méthodes d'observation du cycle. C'est presque un changement de paradigme, en fait, hein. C'est vraiment, voilà, on revoit la fertilité à 2, les implications que ça peut avoir et tout ça. Donc déjà, bien, bien, bien se renseigner, se documenter, voilà, avec différentes sources, on peut acheter des livres, il y a plein de vidéos sur internet. Après internet, il y a un peu tout et n'importe quoi aussi, donc faire attention, voilà. Est-ce que c'est des personnes qui ont été formées qui vont donner des infos? Encore une fois, il y a plusieurs variantes aussi de méthodes, donc c'est pas parce que, une personne vous dit telle chose et l'autre vous dit autre chose que l'une a faux ou bon, quoi, en fait. Il y a plusieurs approches de symptothermie, il y a plusieurs façons de faire la prise de température, il y en a qui vont faire que papier, il y en a qui sont ouvertes aux applis, donc voilà. Après, trouvez ce qui vous convient dans, ce paysage de la symptothermie et après, le mieux, de toute façon, c'est de se former, hein. Quand on annonce, on n'a pas parlé des fiabilités des méthodes, mais elles sont à peu près équivalentes, Billings et symptothermie. La bonne fiabilité qu'on annonce, c'est pour des personnes qui sont formées, hein, c'est pas en autodidacte. Moi-même, j'ai été autodidacte au début quand j'ai commencé la méthode et après quand je suis devenue formatrice, j'ai dû me faire, voilà, superviser, contrôler mes cycles et franchement, on apprend énormément d'avoir un regard, extérieur professionnel sur, sa pratique, sur, les petites choses qu'on peut faire, qu'on a compris un peu de travers ou qu'on va appliquer un peu à sa sauce. Enfin, ça reste des méthodes. Alors pourtant, moi, je suis pas du tout quelqu'un, enfin, je vais pas dire de la rigueur, mais de la routine en tout cas, tu vois? Je peux pas faire, le fait d'être cyclique, hein, je peux pas faire tous les jours la même chose, ça c'est Mmh. clair. Par contre, justement, il y a une certaine souplesse aussi dans l'observation et puis ça vient d'un besoin, encore une fois. Donc quand tu as envie de pouvoir avoir des rapports, non protégés sans risque, bah, tu fais tout ce qu'il faut pour, libérer ta phase infertile, dès que possible, quoi. Donc voilà, vous former et puis envisager, un temps, on va dire, d'accueil, à moyen terme. C'est-à-dire, c'est pas des méthodes qu'on va pouvoir tester, en un cycle, 2 cycles. Vous aurez pas toute la finesse, de cette démarche, en fait. Si vous voulez vraiment tester, vous faites la formation, vous faites 6 mois de pratique et là, vous commencez à voir à quoi ça a l'air, quoi. Mmh. Donc voilà, envisagez vraiment, un changement pour du long terme, on va dire. Mmh. Je pour Billings, bah, je vais pas, redire tout ce que tu as dit et refaire ton discours parce que c'est un discours qui est, commun, pareil, hein, temps d'adaptation, de prise de connaissance. D'ailleurs, vous pouvez même, réécouter cet épisode-là avec votre conjoint et votre partenaire, Mmh. hem, pour choisir la méthode ensemble. Ensuite, effectivement, venir se former auprès de moniteurs, agréés et comme tu le disais, surtout avoir une prise en main de l'observation, étant suivi par le moniteur pendant, 3 à 6 cycles, si besoin, pour vraiment, s'approprier tous les critères et surtout pour les femmes qui ont des cycles changeants et perturbables, bah, ce sera d'autant plus intéressant et indispensable pour elles de se faire suivre pendant quelques cycles justement et puis Mmh. prendre en main de manière confiante et sereine aussi la méthode. C'est clair. Euh, Tu as parlé de prise de température. Est-ce que tu as des références de thermomètres particuliers pour suivre cette température? Alors, il faut juste un thermomètre un petit peu spécifique qu'on appelle thermomètre basal pour, Mm. avoir une bonne précision de 2 chiffres après la virgule. Voilà, après moi, il y a des marques que je préfère, mais, il y a des premiers prix, sur internet à partir de 5 €. Il y a des modèles un peu plus évolués, voilà, 20-30 €. Moi, j'aime bien, c'est Cyclotest, Lady parce qu'il est pas fabriqué en Chine, il est fabriqué en Allemagne. Il est distribué par une petite entreprise française, c'est pas Amazon. Donc voilà, cyclotest Lady, mais après il y en a d'autres, il y en a pour tous les budgets, donc juste thermomètre basal. La prise de température, on l'a pas précisé, elle doit être vaginale, le matin, il me semble, mais pas que vaginale d'ailleurs. Il y a aussi buccale possible. Alors il y a 3 modes de prise, ouais, qui Ouais, sont, autorisés, enfin autorisés, en tout cas dans lesquels la fiabilité a été testée, donc c'est buccal, vaginal ou rectal, ouais. d'accord. Et c'est le matin au réveil.
Le matin au réveil, tout simplement. Alors ça, c'est pareil, ça dépend des écoles de symptothermie. Il y en a qui sont plus, contraignantes, où on va faire la prise à heure fixe tous les matins à la même heure. Après on s'est aperçu dans la voilà, dans la pratique modernisée que c'est pas forcément, déterminant. Le tout, c'est d'avoir été bien au repos. Parce qu'en fait, la température basale, c'est la température du corps au repos. C'est-à-dire que quand on est en activité la journée, notre corps, il est plus chaud que la nuit, tout simplement. Donc ça, c'est dû aussi à d'autres, hormones, notamment le cortisol et c'est pour ça qu'on fait au réveil. Si vous vous réveillez et que vous prenez la température 1 heure après, en fait, votre corps, lui, il est déjà en activité et c'est beaucoup votre cerveau aussi qui va déterminer ça. Donc c'est pour ça, par exemple, si toute la semaine, on se lève à 7 heures et le dimanche matin, on dort jusqu'à 11 heures, en vrai, notre corps, il a un rythme biologique. Donc peut-être à 7 heures, vous allez vous lever pour aller, aux toilettes et vous allez redormir jusqu'à 11 heures. Mais en vrai, votre vraie heure de réveil, c'est 7 heures du matin parce que vous êtes habitué comme ça et si vous prenez la température plus tard, bah, elle sera plus haute, en fait. Elle sera Mmh. un peu faussée, donc ça, après, c'est hyper intéressant aussi, justement, de voir, chaque femme, les variations auxquelles elles sont sensibles. On ça marche aussi pour des femmes qui ont des horaires irréguliers, hein, qui peuvent travailler, voilà, la nuit, le jour, ça dépend des semaines. Bah, on peut faire quand même le suivi du cycle puisque du moment où on va se reposer, bah, la température, elle va redescendre, en fait. Mmh. Donc il y a pas de souci pour, les prises, même à des heures, différentes et puis encore une fois, enfin moi je vois de tout, les profils. Il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin, il y en a qui se lèvent à 11 heures, et des fois chez la même personne, même plusieurs heures d'écart, ça change rien du tout, quoi. Mmh. Le principal, c'est que la personne soit au repos, en tout cas quand elle est, elle ait été au repos juste avant de prendre sa température. Et que même si vous Sommeil, oui, allez, mmh. voilà, ouais, au sommeil, même si vous levez pour aller faire pipi, bah justement prenez votre température avant. Sinon Ouais. après, c'est foutu. Alors dans quelques rares cas, on peut même la prendre aux toilettes directement. Mhm. Si c'est vraiment systématique, il y a des femmes, voilà, souvent elles se réveillent, il faut qu'elles aillent aux toilettes, bah, vous pouvez mettre le thermomètre dans les toilettes Mhm. et après à voir, voilà, de façon individuelle, est-ce que ça perturbe ou pas la température? Mais voilà, si on est à quelques mètres, de ces salles de bain, ça va quoi. Mmh. Mhm. Alors, vous ne Mmh voyez mh. pas, mais moi, je peux vous dire qu'on est en vidéo avec Eugénie et je sais que tu as levé le petit doigt. Est-ce que tu voulais Ouais. rajouter quelque chose? Alors, bah, j'aurais bien aimé qu'on aborde, le sujet qui fâche. Non, je rigole. Mais, c'est vrai que c'est une dimension quand même, je trouve qui est importante de souligner. C'est en fait, l'aspect, religieux, confessionnel, des différentes méthodes. Parce que ça, c'est un point qui quand même est important. C'est vrai que traditionnellement, la méthode Billings, c'est quand même une méthode catholique. Tu parlais tout à l'heure des Mmh. préservatifs, mais je sais que voilà, dans les enseignements Billings, c'est beaucoup lié avec, bah, les enseignements, du pape, hein. Donc il y Mmh. a vraiment des choses qui sont, comme le fait de pas se toucher par exemple, qui sont issues de cet héritage, quoi. Et dans la symptothermie aussi à la base, hein, c'est l'Église même qui a mandaté des chercheurs, qui les a payés pour faire ces recherches, pour pas que justement les fidèles aient à prendre la contraception. Donc dans l'état d'esprit catholique, on n'est pas dans des méthodes contraceptives, hein. Aussi bien Billings que la symptothermie, c'est pareil. On est dans des méthodes, ce qu'on appelle espacement des naissances. D'ailleurs, il y a des professionnels en France, hein, il y a, beaucoup de gens qui sont formés sur ces méthodes, parce qu'ils sont, de ce milieu catholique. C'est des méthodes qu'on va pouvoir transmettre, par exemple, à la préparation au mariage, à l'église. Donc ça, je trouve ça bien parce que, contrairement à d'autres religions, où il y a aussi, hein, des principes par rapport à, bah, la gestion de la famille, en fait, hein. On est en droit d'élargir ou pas sa famille, hein, en fonction de ses moyens et de ses souhaits. Et justement, ce que je trouve bien dans cette approche catholique, c'est qu'on est sur des méthodes d'observation du cycle. Contrairement à d'autres religions où on est encore sur des choses vraiment archaïques, de compter les jours. Je pense par exemple chez les juifs, ou dans d'autres, même religions, où on est vraiment sur la méthode calendrier. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus dangereux et pas adapté, on va dire, vraiment à la planification, familiale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, absolument. Mais, enfin moi j'ai déjà eu des retours, c'est pour ça que je suis un peu gênée parce que j'ai déjà eu des retours de femmes, par exemple, seules, qui ont pas été acceptées en formation Billings. Parce qu'elles sont pas mariées, parce qu'elles sont pas en couple. Le fait du préservatif, c'est pareil, normalement, on n'utilise pas des préservatifs chez Billings, quoi. Mmh mh. Donc je sais pas après si tu peux nous en dire plus, ou par rapport à la formation en cours, ouais. Non, je peux pas vous en dire plus parce qu'en plus moi bah là je suis en cours de formation pour devenir monitrice et j'ai un peu comme tout, j'ai un peu une méthode, enfin, je suis jamais vraiment à fond toutes les méthodes. J'ai toujours une phase un peu de, personnalisation et honnêtement, c'est vrai que même si de manière très puriste, il y a pas de préservatif, dans Billings, moi si c'est ça que je veux utiliser, j'utiliserai en fait.
Et c'est ça qui Ouais. convient à Mmh. la personne. Si la femme qui est en face de moi a besoin de se protéger avec des préservatifs et se rassurer, et c'est ça qui lui permet de peut-être arrêter la pilule contraceptive, eh bien j'ai envie de dire go, même si c'est pas purement de la méthode Mmh. Billings en fait. Comme par exemple, j'associe d'autres critères que les simples critères de la glaire et de la sensation. Donc moi je suis plutôt dans l'inspiration de différentes méthodes et après j'en fais un peu à ma sauce. C'est un peu comme je suis formée à la naturopathie, mais je m'empêche pas d'élargir mes conseils qui sont pas forcément purement ce que j'ai appris en naturopathie, parce qu'en plus je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'ai appris en naturopathie. Oui, oui. Mmh. Et donc voilà, c'est un peu la même chose pour cette méthode Billings et tout autre type de méthode en fait. Après, je pense que ça dépend des couples moniteurs. Enfin, il y en Oui, a qui sont, voilà, plus ouverts, ouais, plus modernes, mais à savoir qu'il y en a qui sont vraiment très traditionnels, ouais, donc bien sûr. c'est quand même un Mmh, mmh, élément, voilà, ouais. important. Après, nous, par exemple, dans mon école de formation, on est, même carrément sur une pratique, inclusive, tu vois? Donc c'est vraiment, 2 mondes totalement opposés et je sais que pour les catholiques, c'est un peu choquant justement de voir, bah, comment c'est en train de glisser vers le monde laïque, les différents types de publics qui peuvent y avoir accès parce que c'est vraiment des fois à l'opposé de leur conception, Mmh. de ce qu'ils appellent les méthodes d'observation du cycle, méthodes d'espacement des naissances. Ça, c'est un argument qu'on voit souvent dans la presse, tu sais, les docteurs qui disent, «Oui, alors ces méthodes, c'est bien pour des femmes qui ont déjà des enfants», genre sous-entendu, tu en as déjà 3 ou 4, tu peux bien en avoir un en plus, quoi. Ouais. Parce qu'ils font pas d'avortement non plus, enfin, ça, c'est vraiment la méthode, on va dire, originale. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de contraception naturelle, on peut utiliser des moyens barrières, voilà, comme tu disais, c'est beaucoup plus sécurisant, ou que de faire de l'abstinence pendant, les 6 mois Mmh mh. d'apprentissage, tu vois? Ça serait, c'est sûr qu'on va perdre du monde si on fait ça, quoi. Bien sûr. Et puis encore une fois, enfin, même chez les cathos, il y en a beaucoup qui utilisent préservatif et qui le disent pas, par exemple. Ouais. Mais, après ça, c'est l'intimité de chacun et faut voilà. Mais c'est bien, je trouve, voilà, d'évoquer quand même ce sujet parce que ça fait partie de l'offre aussi dans les formations Mmh. et dans l'approche, quoi. Mmh. Ouais. Et je pense que c'est effectivement important aussi de souligner pour dire, ah ben, pour avertir les personnes qui nous écoutent, qu'il y a aussi plusieurs types de moniteurs peut-être, effectivement, qui ont tous reçu le même enseignement, mais après qui vont le vivre et le pratiquer et peut-être aussi le transmettre de manière différente. Et comme je dis souvent par rapport aussi au choix des thérapeutes que l'on peut faire dans notre vie pour nous accompagner sur certaines périodes de notre vie, eh bien c'est important aussi de faire ce choix de moniteur. Et si jamais il y a un feeling qui passe pas, ben vaut mieux Oui, ça, c'est rechercher clair. Mmh. quelqu'un d'autre, parce que ce serait dommage de ne pas ne pas aller plus loin et approfondir ce type de pratique-là, parce que il y a quelque chose qui passe pas avec une personne en face de vous qui est en train de vous transmettre la méthode. Ouais. Donc sachez qu'en tout cas, effectivement, comme tu disais, il y a plusieurs approches possibles. Donc si jamais vous tombez face à un moniteur qui, voilà, le feeling ça passe pas, bah, persévérez, changez, vous avez le droit de choisir et de choisir une personne où ça passera mieux. Mmh. Et puis après aussi, selon les différentes problématiques qu'on peut avoir, je vois par exemple, en allaitement, on peut pratiquer aussi ces méthodes-là. Moi, je renvoie par exemple vers une collègue qui a pratiqué en allaitement. Mm. Moi, j'ai commencé après le retour de couche, donc c'est pas tout à fait la même, méthode et justement, enfin, je trouve que c'est bien et c'est pour ça aussi que je fais souvent des lives, je fais des webinaires régulièrement parce que j'ai envie que les gens me voient et qu'ils viennent, parce qu'ils aiment mon approche, en fait. Mm. Si ça colle pas, ça colle pas. Enfin, il y a plein d'autres formatrices aussi ou selon ta région, si tu veux voir quelqu'un en vrai, tu peux la rencontrer. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Ouais, Et puis après, chacune avec aussi, bah, ses autres outils, comme toi, tu as la naturopathie à côté. Moi, j'ai plein de collègues aussi, voilà, qui sont dans l'herboristerie, dans le massage bien-être, enfin, différentes thérapies. Donc, c'est hyper intéressant aussi, selon les besoins qu'on a, justement, d'aller vers, telle ou telle personne, quoi. absolument. Ouais. Eh bien écoute, on arrive à la fin de l'épisode et en fait, je viens de me Ouais. rendre compte qu'on était rentré direct dans le vif du sujet, parce que tu m'as lancé sur l'œuf de Yoni et j'ai totalement oublié, mais c'est bien, ça change, de te demander de te présenter en fait, de savoir ce que tu fais au final. Alors on a compris que tu étais monitrice et que tu as enseigné la symptothermie maintenant, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes? Ouais. Bah, justement, en plus, comme je viens de présenter un petit peu les collègues, bah, moi, j'ai fait ce choix
de ne faire que de la formation. Donc je suis formatrice en symptothermie. Alors après j'ai ma petite boîte à outils, personnelle aussi, notamment tout ce qui est auto-observation. Mais je fais que ça à plein temps, H24, la nuit aussi, non presque. Mais voilà, donc je transmets la méthode. Heu, du coup, je vais expliquer un petit peu aussi comment, on apprend la symptothermie. Mmh. Donc il y a vraiment une étape, on va dire, de théorie. Donc il y a vraiment toutes les bases, comprendre le cycle, ça c'est très important puisque ces méthodes ne vont pas, changer votre cycle, ne vont pas interférer avec votre corps. Donc déjà comprendre le cycle féminin et après, comment on s'observe. Ça, c'est la première étape. Donc ça, c'est, la formation de base, l'observation. Comment on note ses observations? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est perturbé? Qu'est-ce qui peut perturber? Et après, il va falloir pratiquer. Donc là, il faut, voilà, 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, prendre un petit peu ses marques et après on peut commencer, les suivis individualisés. Donc là, l'idée, c'est de voilà, en face à face, en couple, on peut, regarder en détail les observations, apprendre les règles d'interprétation, affiner la fenêtre de fertilité. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur un peu plus, long terme. Donc en général, on préconise comme Billings 3 à 6 cycles. Des fois, ça peut être plus, ça dépend des personnes. Donc moi, je fais tout ça. Je fais, la formation théorique, je fais les accompagnements individuels, que ce soit en contraception, que ce soit en conception aussi. J'ai un programme en ligne pour, justement aider les couples à concevoir aussi avec la symptothermie. C'est très, très intéressant, d'avoir tous ces paramètres, de santé, hein, de savoir, est-ce que ma phase lutéale, elle est assez longue pour, accueillir, si l'œuf il est fécondé? Enfin, il y a plein de petites choses à vérifier. Et voilà, donc je suis beaucoup sur les réseaux, je suis beaucoup dans les podcasts. J'aime bien aussi beaucoup, communiquer et en tout cas faire, connaître cette alternative. Après, je sais que c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Comme tu disais, voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un moment où voilà, des fois, c'est trop contraignant et puis des fois, c'est le bon moment. Donc quand vous êtes prête, je suis là. On te fait signe. Et du coup, Ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc j'ai un site internet universel, 2 L au féminin, .fr. J'ai un nouveau site aussi, la symptothermie avec Eugénie et sur les réseaux, la symptothermie avec Eugénie, beaucoup, Instagram et Facebook. D'accord. Est-ce que tu aurais des 3 conseils ou peut-être, tu peux en me donner 2 ou 4 comme tu veux, concrets à partager aux auditrices qui nous écoutent pour, qu'elles puissent s'approprier un petit peu plus leur cycle naturel? Alors, premier conseil, désinstallez vos applis calendrier. Ah oui! Elles ne vous rendent pas Ouais. service, elles ne vous rendent pas service du tout. Ouais. Prenez un petit carnet, prenez un petit, endroit, faites de la place dans votre vie pour, avoir ce petit moment d'introspection où, déjà vous pouvez commencer à noter vos règles, mais de façon, voilà, active et tous les autres petites choses qu'il y a autour, voilà, comme tu disais, comment on se sent, qu'est-ce qu'on a envie, pas envie, notre degré d'énergie. Déjà même commencer par ça, de constater, notre nature cyclique. Après si vous êtes sous pilule, c'est un petit peu différent parce qu'il y a pas toutes ces variations. Mais, mais voilà, s'intéresser en tout cas, à son cycle, c'est s'intéresser à qui on est en fait. Donc c'est hyper intéressant et voilà d'aller, ce que j'aimerais aussi encourager, c'est la sororité quoi. Le fait de voilà, de s'entraider entre femmes. Aujourd'hui, on a une vision, de la société qui est pas toujours favorable aux femmes, mais en vrai, franchement, une fois qu'on rentre dans ce monde de la sororité, c'est complètement différent. Alors il y a toujours des rivalités, il y a toujours des petits, bisbis, mais il y a vraiment un réseau d'entraide entre femmes et même quand vous choisissez des thérapeutes, enfin moi j'encourage, voilà, toutes mes collègues féminines, je les mets en avant parce que je trouve que c'est hyper important qu'on tisse, qu'on retisse, ce réseau d'entraide, ce réseau de guérison en fait, parce que les femmes ont subi beaucoup de choses, même encore aujourd'hui, hein, des violences, gynécologiques, des violences, physiques, verbales et tout. Donc voilà, moi ma démarche c'est ça, c'est aussi pourquoi j'enseigne ces méthodes-là, c'est pour participer aussi à un monde meilleur quelque part. Déjà d'apprendre à être soi-même et de vivre en harmonie avec son cycle, c'est vivre en harmonie avec la nature quelque part. Donc aussi avec les autres et avec d'autres femmes qui sont, dans cette même énergie en fait. Mmh. Super, bah, écoute, merci beaucoup, Ouais. Eugénie pour ces super conseils. Et pour terminer, j'ai une petite dernière question pour toi. Est-ce que tu as des, lectures, vidéos, podcasts, des ressources, coup de cœur à partager?
et à recommander? Oui, pour le cycle, il y a un livre, qui est vraiment super. C'est, on appelle le gros livre vert, il y a un super utérus devant. C'est le livre de Audrey Guillemot qui s'appelle, Cycle féminin et contraception naturelle, qui est, voilà, qui est vraiment un super ouvrage. Alors il est peut-être un petit peu complexe des fois quand on débarque, mais je trouve qu'il est, voilà, quand même accessible. Il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer la méthode, il y a plusieurs protocoles dedans, il est vraiment super chouette. Donc celui-là, ça peut vous donner une bonne approche et envie de lire sur le sujet. Mmh. Et il y a un petit nouveau aussi que j'aime beaucoup, c'est Génération nos pilules, Ah oui. pour toutes celles qui sont, voilà, qui sont encore de l'autre côté, on va dire, qui sont, encore sous pilule ou qui viennent d'arrêter. C'est un super livre aussi où il y a plein de conseils, naturopathiques, bah, pour prendre soin de soi au naturel, en fait, hein. Pour, voilà, quitter la camisole chimique et se redécouvrir aussi au naturel. Donc effectivement, Génération nos pilules de Maëlle et Fleurette de Ma vie Ouais. après, que j'ai eu l'honneur d'accueillir sur le podcast également. On a fait un podcast Ah ensemble super, sur notamment l'acné post-pilule. Donc pour les femmes que ça intéresse, ce podcast, cet épisode, je pense, sera sorti à l'heure où sortira le nôtre. Donc je ouais. vous invite à aller défiler la barre de lecture du podcast. Voilà. Bien écoute, merci beaucoup Eugénie, je suis vraiment super Merci à contente toi, ouais. que tu aies pu partager le micro avec moi aujourd'hui, ce matin, même pour toi, hein, pour le Mmh. Brésil. Euh, voilà, je pense que je sais que j'en reçois pas mal de questions sur je sais pas comment choisir, est-ce que je vais sur la symptothermie, Billings, et puis forcément il y a toujours des avantages et peut-être des limites à chacune des méthodes en fonction des personnes et en fonction de ce que l'on ressent au plus profond de nous. Donc j'ai été vraiment très honorée de pouvoir accueillir une experte de la symptothermie et puis merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Bah, merci à toi, c'était, très intéressant et c'était un beau sujet à aborder, ouais. Mm. Bien, écoute, je te souhaite une très belle continuation brésilienne et je te Merci dis beaucoup. peut-être à bientôt. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, au revoir. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Eugénie t'aura donné des clés pour choisir la méthode qui te parlera le plus et que tu y vois un peu plus clair sur leurs avantages, limites et comment t'y mettre concrètement. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Eugénie. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite 1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygiènedevie.fr. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore grâce juste à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte d'Eugénie @lasymptothermie avec Eugénie pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!